Sud Radio, vos animaux et vous. Et dans vos animaux et vous, pour démarrer cette émission, nous allons parler de nos chiens et des idées reçues que nous pouvons avoir sur eux. Bonjour Isabelle Pasquier. Bonjour Natacha. Merci beaucoup d'être avec nous Isabelle. Vous êtes vétérinaire à Paris dans la clinique qui s'appelle Vet in Paris dans le 11e arrondissement. Vous allez pour nous expliquer quelques-unes de ces idées reçues sur les chiens qui leur mènent parfois la vie dure parce que finalement, en s'intéressant au chien, on peut découvrir qu'il est assez différent de ce que l'on imagine parfois. Allez, on va essayer de les passer en revue, en tout cas les plus répandus. On va commencer peut-être avec la compréhension que les chiens peuvent avoir de leur maître. Est-ce que les chiens nous comprennent vraiment quand on s'adresse à eux, Isabelle ? Alors oui, parce qu'en fait, les études ont démontré que les chiens pouvaient à peu près reconnaître, comprendre en tout cas 150, 160 mots. Alors ça dépend des races de chiens. Les chiens, par exemple, de travail, comme le chien de berger, alors eux, ils sont capables d'aller jusqu'à 300 mots. Ah oui. Ce qui est énorme, en fait, c'est colossal le comme verbal. différence, comme proportion. Oui, parce que c'est des chiens sélectionnés qu'on fait travailler très jeunes, donc ça fait développer comme ça chez eux. Mais c'est ce langage verbal, effectivement, il y a vraiment toute une variété de mots et que le chien est capable de comprendre. Et également, il y a le langage non verbal, et là, le chien nous décrypte complètement, ressent beaucoup de choses dans la manière de nous adresser à lui, de nous tenir. Le chien est capable déjà de décrypter beaucoup de choses. Alors, deuxième idée reçue que l'on a souvent, c'est sur la jalousie. Est-ce que nos chiens peuvent ressentir ce sentiment de jalousie vis-à-vis d'une autre personne ou vis-à-vis d'un autre animal ? Alors c'est souvent ce qu'on croit. En fait, le chien va surtout la jalousie, déjà, ça demande une capacité d'abstraction que le chien n'a pas selon les études. Effectivement, le chien, il va plutôt manifester un sentiment de frustration. C'est-à-dire que si on a une habitude d'interaction, de balade souvent, de câlin avec son chien, et que là, ses habitudes sont un peu cassées parce qu'il y a une nouvelle personne ou un nouvel animal à la maison et donc un changement de rythme, forcément le chien va être malheureux, va être frustré, va l'exprimer, soit en se mettant à l'écart ou au contraire en sollicitant encore plus. Mais ce n'est pas un mauvais ressenti vis-à-vis du perturbateur, entre guillemets. Non, lui, ce qu'il va surtout exprimer, c'est son manque de quelque chose qui lui a apporté du bonheur. C'est ça qu'il va vraiment exprimer. D'accord. Donc, le sentiment de jalousie, c'est vraiment un sentiment typiquement humain et il ne faut pas faire cette faute en faisant un peu d'anthropomorphisme en le prêtant à nos chiens. Exactement. C'est de l'abstraction et là, on est capable, nous, mais le chien, non. C'est un petit peu différent. Alors, si en nous écoutant, vous avez vous aussi envie de nous poser des questions sur une idée que vous pouvez avoir sur votre chien, bien n'hésitez pas à composer le 0826 300 300. On va donner la parole à une première auditrice qui s'appelle Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour. Noémie, vous avez 2 chats et un chien à la maison. Absolument. Oui. Et alors, quelle est votre idée reçue à vous ? Ou peut-être que vous allez découvrir qu'il ne s'agit pas d'une idée reçue, mais bien d'une réalité. Alors moi j'avais peur justement quand j'ai eu mon chien, puisque je l'ai eu après mes chats. J'avais peur que l'adaptation entre eux soit compliquée vu que je les ai eus vraiment avec 6 ans d'écart. Oui. Et donc c'était ma crainte. Finalement ça se passe plutôt bien, mais justement je pense que l'idée reçue que j'avais par rapport à ça, c'est que des chiens et des chats peuvent s'entendre uniquement s'ils ont été élevés intégralement ensemble, s'ils se connaissent depuis qu'ils sont petits. Alors, restez avec nous, Noémie. On va demander l'avis d'Isabelle Pasquier, notre spécialiste du jour. Qu'en pensez-vous, Isabelle, sur l'entente entre les chiens et les chats ? Est-ce que cette entente, pour qu'elle se passe bien, est une affaire d'individu ou est-ce que c'est aussi lié à la manière dont on va installer la relation ? Alors c'est vrai que les deux sont des prédateurs. Donc en fait, s'il y a un sentiment de prédation, un réflexe de prédation qui s'installe, voilà, ça va être très difficile de les faire cohabiter. Quand on prend des individus chiots, chatons, on les met ensemble, là ils sont tout à fait capables de s'habituer très facilement à la différentes espèces, sans qu'il y ait ce réflexe de prédation, cet instinct de prédation qui s'installe. Après, effectivement, quand on va mettre un chien et un chat au départ ensemble dans la même maison, on pense à la sécurité, on fait en sorte que le chat puisse se mettre en hauteur pour échapper éventuellement à un comportement agressif du chien. Et puis, au départ aussi, on les met dans des pièces séparées pour qu'ils puissent faire connaissance déjà des odeurs sans avoir un contact visuel ou un contact physique.
Mais bon, ça demande tout un tas de sécurité, des règles de prudence, et ça va dépendre aussi des individus. Il y a des chiens qui sont tout de suite très prédateurs avec les chats, et là, il y aura toujours des risques, malheureusement. Noémie, comment avez-vous procédé justement pour faire en sorte que tout se passe bien chez vous? Justement, c'est ce que j'ai fait. Ils se sont rencontrés petit à petit. Au départ, ils étaient en contact qu'une partie de la journée, vraiment pour être sûr de faire les choses progressivement. Et quand vous étiez là, j'imagine? Et quand j'étais là, c'est ça. Quand j'étais présente pour surveiller quand même que ça se passe bien. Et puis, petit à petit, j'ai pu les laisser seuls tous les trois, sans qu'il y ait aucun souci. Les chats font comprendre à la chienne quand elle s'impose un peu trop, qu'il faut qu'elle prenne des distances, et elle le comprend et elle prend du recul. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'ils sont vraiment devenus amis? Alors, amis, peut-être pas, puisque je pense que mes chats étaient déjà quand même assez âgés. Ils avaient 6 ans quand je les récupérais, donc ils avaient déjà leurs habitudes. Mais en tout cas, ils cohabitent sans aucun problème. Et j'ai pu voir, par exemple, quand il y avait un autre chien qui venait à la maison, que cet autre chien, il le tolérait pas forcément, alors qu'avec elle, il faut quand même pas exagérer, en fait, c'est ça. C'est ça. Un, ça suffit, mais 2, ça fait trop. Eh bien, merci beaucoup Noémie pour votre témoignage. Cette relation entre chien et chat, on est d'accord, Isabelle, elle peut aussi se transformer parfois en très belle relation, j'allais dire d'amitié. Peut-être que là encore, il s'agit d'un peu d'anthropomorphisme, mais en tout cas de forme d'affection. Ah oui, oui. Parce qu'en fait, dès lors qu'ils réussissent à se comprendre, à communiquer entre eux, parce que c'est vraiment des langages différents, il y a vraiment de l'affection. Le chien qui dort avec le chat, ils font la toilette entre eux. Donc, bien évidemment, oui, qui souffrent quand l'un des deux compagnons part. C'est sûr qu'effectivement, là, il y a des relations très, très belles qui peuvent se tisser entre eux. Ça demande juste un petit peu de temps. Un petit peu de temps, effectivement. Puis c'est toujours une question d'individu. C'est comme nous, on n'est pas amis avec tout le monde. Eh bien, eux non plus, même si on a tendance parfois à leur imposer une présence qu'ils n'ont pas choisie spontanément. Autre idée reçue, puisque aujourd'hui nous passons en revue les idées reçues concernant nos chiens avec ma spécialiste Isabelle Pasquet qui est vétérinaire. Isabelle, une idée reçue qui concerne la culpabilité de nos chiens lorsqu'ils font une bêtise. C'est vrai que ils ont parfois tendance, après avoir fait une bêtise, à prendre soit un regard entre guillemets de chien battu ou d'aller se cacher. On a l'impression qu'ils savent qu'ils ont fait quelque chose qui n'est pas bien et qu'ils se sentent coupables de ça. Est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce qu'il y a là une part de vérité? Alors là aussi, c'est quand même une idée reçue. Parce qu'en fait, le chien, lui, la même chose, il va mener une action et il va pas être capable d'avoir ce cheminement de pensée pour ensuite avoir ce sentiment de culpabilité. Il va pas se sentir coupable. En revanche, quand il va nous voir arriver devant une poubelle éventrée, on va prendre tout de suite une voix, forcément on va s'adresser à lui de manière très agacée, ou même notre façon d'agir, notre tension, il va tout de suite la sentir, et c'est là qu'il va émettre les signaux d'apaisement. Je mets la queue entre les jambes, je baisse la tête, je tourne la tête. Il n'anticipe pas ça en fait, c'est ça que vous essayez de nous expliquer. C'est vraiment notre attitude qui va déclencher sa réaction à lui. C'est ça. Alors après, si effectivement ce genre de comportement, tous ces comportements gênants, il faut les prendre sur le moment. C'est-à-dire quand il est en train de faire cette bêtise, il faut tout de suite avoir une action, lui faire comprendre que il fait non, ou faire de la disruption pour que le chien s'arrête et qu'ils comprennent que c'est des choses qu'il faut absolument pas faire. Mais quand les choses ont été faites, typiquement le chien qui fait pipi sur le tapis ou caca dans une pièce, on le prend 10 minutes après et on lui montre, ça sert à rien parce qu'il va pas vraiment comprendre pourquoi on est dans cet état. Il faut toujours effectivement qu'il y ait un lien direct entre la chose qui a déclenché notre réaction et notre réaction. On va repartir au standard pour donner la parole à Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour. Amélie, vous vouliez témoigner de la présence des chiens en appartement. Voilà, c'est ça. Racontez-nous ça. Il y a beaucoup d'a priori sur cette question, que ce soit en adoption en SPA ou en adoption chez un éleveur. En fait, on nous dit toujours que les grands chiens n'ont rien à faire en appartement et parce qu'il n'y aura pas assez de sorties ou parce que c'est trop petit, enfin ce genre de choses. Moi, je voulais témoigner parce que j'ai eu 2 chiens, donc j'en ai un que j'ai adopté à la SPA
Oui. Qui a vécu jusqu'à 14 ans. Et là, actuellement, j'ai un border collie de 6 ans. D'accord. On a toujours vécu en appartement. Et ça s'est toujours super bien passé. En fait, moi, je pense qu'il faut juste s'adapter. Il faut aussi que notre mode de vie puisse s'adapter. Mais voilà, s'il y a assez de sorties, assez de... C'est la question que j'allais vous poser. Êtes-vous très active, en fait, dans votre vie quotidienne avec vos chiens? Voilà, c'est ce qu'il faut. Après, voilà, il faut s'adapter à la race qu'on veut adopter aussi. Il ne faut pas non plus aller au-delà de nos compétences sportives, entre guillemets. Mais moi, voilà, j'ai décidé d'avoir un chien en appartement. Ça s'est toujours super bien passé. On a fait plein de sorties. On a fait des balades avec d'autres chiens. Enfin, voilà, on a organisé pas mal de choses. Il est très épanoui. À vous écouter, on a l'impression que finalement, si ça s'est bien passé, c'est parce que vous avez tout fait pour que ça se passe bien et que, bon, l'appartement, ok, ça fait partie de votre cadre de vie, mais qu'à côté de ça, vous lui offrez des choses qui lui permettent de se dépenser. Ah bah c'est ce qu'il faut, c'est comme si on avait un enfant et que s'il restait enfermé toute la journée, je pense qu'il serait pas content. Bon bah là c'est pareil. Bien sûr. Voilà, il faut lui proposer des activités adaptées à sa race, à sa morphologie et voilà, en tout cas le mien ça c'est il a tout comme les gens nous disent je veux pas de chien en location en appartement parce qu'il va détruire telle ou telle chose, c'est complètement faux quoi. Tous les chiens ne détruisent pas et à partir du moment où le chien est bien dans sa tête, il n'y a pas de raison qu'ils détruisent quoi que ce soit, quoi. Isabelle Pasquier, est-ce que vous êtes en phase avec ce que nous dit Amélie? Je suis 100% en phase. Parce qu'effectivement, le chien en ville ou le chien en appartement, effectivement, si le propriétaire est motivé, le sort, l'amène au bois, le sort régulièrement, il aura une vie rêvée. Le pendant de ça, c'est le chien qui vit à la campagne, qui peut sortir autant qu'il veut. Mais il a lui aussi un besoin d'être promené et d'être baladé par son propriétaire. C'est pas parce qu'un chien a un jardin, si on ne s'en occupe pas, finalement, il sera pas plus heureux qu'un chien en appartement dont on s'occupe beaucoup. Pas du tout. Au contraire. Il va ressentir le même enfermement, la même frustration. Donc, le chien en pavillon doit être sorti. C'est pas parce qu'il a 500 mètres carrés de terrain qu'il va être très heureux. Il faut qu'il soit sorti de la même manière que le chien en appartement. Alors je dirais juste quand même que le grand chien, là c'est quand même le petit bémol, il faut faire attention quand même aux grands chiens, aux grandes races qui vivent en appartement on va dire au 4e ou 5e étage sans ascenseur. Ah oui, parce qu'il faut faire attention à leur santé physique. J'exerce à Paris depuis plusieurs années et effectivement, voilà, le chien de plus de 25 kilos au 5e étage sans ascenseur, faut vraiment quand même, c'est le petit bémol, faut faire attention à ça. Que quand les années passent, quand déjà le chien s'abîme les articulations, c'est déjà une certitude. Et puis en plus, voilà, plus il vieillit et plus ça va être compliqué. Donc faut faire attention à ça. En tout cas, merci à vous, Amélie. Et puis, écoutez, continuez comme ça. Je crois que vous avez trouvé le bon rythme avec vos chiens. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Et merci beaucoup pour votre fidélité à Sud Radio. Allez, on continue à passer en revue nos idées reçues sur nos chiens en compagnie du docteur Isabelle Pasquier. Isabelle, idée reçue ou pas, un chien qui grogne est-il méchant? Non, alors le chien qui grogne, il va exprimer en fait un sentiment qui va un peu déborder, mais c'est un sentiment qui est soit positif, qui peut être aussi positif que négatif. Ça peut être effectivement une alerte. Le chien peut devenir agressif, en tout cas être un premier signe avant la morsure. Donc, il faut quand même faire attention. Mais par exemple, un chien qui joue peut se mettre à grogner parce qu'il est hyper content. Il est dans souvent les mâles font ça, les jeunes mâles jouent et grognent comme ça. Mais peut-être qu'on peut distinguer le grognement de contentement et le grognement qui est une alerte en disant oh là attention là on va un peu trop loin. Il y a tout le corps qui va avec, c'est-à-dire que le chien qui relève les babines, qui nous regarde fixement avec sa posture, on se dit bon là, effectivement, le prochain geste peut être la morsure. Alors que le chien qui joue, qui secoue la queue, qui est dans tous les sens, qui s'aplatit, évidemment, quand il fait ça, c'est qu'il est dans le jeu. Bon, ça le dépasse un petit peu. Mais il faut quand même éviter de trop stimuler ce grognement, même dans le cadre du jeu, parce qu'on ne sait jamais, ça peut vraiment le dépasser là aussi. Ça peut dégénérer. Voilà, le pincement peut être un petit peu fort et peut faire mal. Il faut faire attention. Donc le grognement, ce n'est pas un signe de méchanceté. En revanche, il faut le prendre quand même comme un signal d'alerte. Voilà, c'est dire que peut-être là, c'est le moment de calmer un petit peu l'intensité du jeu. Voilà,
il vaut mieux peut-être pas trop pousser le chien plus loin. Autre idée reçue, est-ce qu'un chien peut faire la tête? Par exemple, on s'absente pendant un week-end, on l'a confié à des gens qui s'en occupent très bien, on revient et là on a l'impression qu'il nous fait littéralement la tête. Est-ce que ça c'est possible? Oui, c'est vrai qu'il peut ressentir quand même un manque et puis il a besoin de se réhabituer. Donc oui, certains chiens le font. Ou même par exemple quand dans la journée on les a pas trop sortis, ils peuvent commencer à s'écarter. Ils peuvent effectivement exprimer un sentiment un peu de tristesse. Oui. C'est tout à fait possible, mais bon, de toute manière, voilà, quand ce comportement arrive, faut aussi s'assurer que le chien n'a rien physiquement. Oui. Prendre la température déjà, tout simplement. Quand le chien est un petit peu dans son coin et n'a pas l'air de trop répondre aux interactions, on vérifie déjà qu'il n'y a rien de physique. On va passer à une autre idée reçue qui est liée en fait à l'attitude du chien. C'est le chien qui remue la queue. Est-ce que c'est un signe de plaisir, de contentement? Alors, là, pas forcément. Il faut se méfier parce qu'il y a des chiens. Alors, en fait, c'est plutôt, il faut regarder tout le corps qui parle. Le chien qui bat la queue assez vite, qui s'aplatit, voilà, c'est souvent le chien est content, il est joyeux, il a envie de jouer, il n'y a pas de souci. C'est à vraiment différencier du chien qui bat la queue doucement, qui est en position très droite, le port du corps porté vers l'avant, les oreilles droites, le regard fixe. Ça, en général, c'est plutôt des signes d'alerte, un début d'agressivité. Donc, faire attention à ça aussi. Faut regarder le chien, faut le lire dans son ensemble, dans sa globalité. Ce qui n'est pas forcément facile d'ailleurs. Comment on fait, si vous aviez un conseil à donner, Isabelle Pasquier, à nos auditeurs, pour qu'ils essaient de mieux connaître leur animal, pour mieux le comprendre? Comment on s'y prend? Alors déjà, il faut l'observer. Je pense que la connaissance d'un animal, n'importe quelle espèce, c'est déjà de l'observer, de se mettre à distance, de regarder ce que fait le chien, de prendre du temps pour ça. On apprend son chien et c'est vraiment des semaines, des mois d'apprentissage jusqu'à ce que vraiment on finisse par le lire correctement. Bon, déjà, mon premier conseil, c'est n'importe quel chien ne doit pas être laissé seul déjà avec un enfant parce que eux n'ont pas cette capacité de lire, donc il peut y avoir parfois des comportements un petit peu à risque, dangereux, bien à sûr, risque avec les enfants. Nous, en tant qu'adultes, c'est ça, c'est de l'observation. Et ce qui permet après de le lire, de lire aussi, quand on prend un animal, un chien, je pense qu'il faut aussi se former un petit peu, demander à son vétérinaire, prendre un éducateur, un promeneur, se faire aider par tous ces professionnels parce qu'on peut lire, mais il y a des choses qu'on voit pas forcément et quelqu'un peut nous éclairer. Je pense que ça devrait être presque obligatoire parce que si on veut être certain du bien-être de son chien, il faut être capable de savoir ce qu'il exprime, ce qu'il ressent. Et pour le lire, parfois, c'est bien de se faire aider. Allez, une dernière question, si vous le voulez bien, Isabelle Pasquier. Est-ce que le chien n'a qu'un seul maître dans sa vie? Non, le chien, il a sa famille. Et il est très malin d'ailleurs. Il sait très bien que telle personne va pouvoir le promener, l'autre va pouvoir le nourrir, l'autre va lui jouer, faire des câlins. Donc, faut pas se dire, voilà, le chien est à une seule personne. Le chien peut tout à fait avoir des interactions avec toute la famille et au contraire, il faut diversifier ça parce que ça va lui permettre aussi derrière à ne pas développer des comportements, on va dire, assez, d'hyperattachement, des relations exclusives qui pourraient être derrière plutôt handicapantes pour lui. Parce que quand cette personne-là d'attachement exclusif s'en va, le chien est malheureux et vraiment vit ça comme une détresse. Donc, il faut essayer de diversifier au maximum et se dire que, le chien va avoir tous ses besoins apportés par différentes personnes dans la famille. Et c'est ça qui est chouette. Eh bien, merci infiniment Isabelle Pasquier pour cet éclairage assez précis sur nos amis les chiens. Grâce à vous, on en sait un peu plus ce matin. Merci à vous Isabelle. Merci Natacha. Allez, on va marquer une courte pause et on se retrouve d'ici quelques minutes pour parler faune sauvage. Sud Radio Vos Animaux, 10h-11h, Natacha Harry. Bon samedi matin à tous, merci à vous d'écouter Sud Radio. Nous sommes ensemble encore pendant près de 30 minutes. Vous écoutez Vos Animaux. D'ici quelques instants, nous allons parler d'éthologie. Vous allez découvrir de quoi il s'agit et tout ce que cette science nous apprend. Et puis vers 10h45 environ, nous donnerons la parole au président d'un refuge animalier qui se bat pour sauver son établissement. Ce sera tout à l'heure. Mais tout de suite, notre séquence à l'état sauvage.
Sud Radio Vos Animaux, à l'état sauvage. Bonjour François Verhegen, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour, bonjour. Vous êtes, François, professeur de zoologie à l'Université de Liège. Vous êtes auteur de nombreuses publications scientifiques et vous venez de sortir un ouvrage qui met l'éthologie à l'honneur. Ça s'appelle « Un tanguy chez les hyènes ». C'est aux éditions de Lachaud et Nestlé. Alors, avant de nous parler de votre ouvrage et de ce titre qui laisse imaginer plein de choses fascinantes, est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière assez simple ce qu'est l'éthologie ? Oui, assez simplement, l'éthologie, c'est l'étude du comportement animal. C'est une branche de la zoologie qui s'intéresse uniquement au comportement des animaux. Ça peut être à la fois leur origine, d'un point de vue évolution, mais ça peut être aussi leur mécanisme, comment un comportement est mis en œuvre et surtout les fonctions, à quoi ça sert d'agir comme un animal peut le faire. C'est une science qui est ancienne. Alors, c'est une science qui est ancienne. Moi, j'ai toujours tendance à expliquer à mes étudiants que c'est une science qui existe depuis que l'humain interagit avec ces animaux, avec les animaux sauvages, ses proies, mais aussi doit se méfier de ses prédateurs. Donc, il a dû étudier le comportement de ses proies, leurs déplacements, la manière de les chasser. Maintenant, pour être peut-être un peu plus précis, c'est une discipline qui a vraiment gagné ses lettres de noblesse dans les années 70 avec 3 prix Nobel, je dirais. 3 personnes qui ont reçu le prix Nobel de médecine ou de physiologie pour leurs travaux en éthologie. Ces travaux en éthologie, ces premiers travaux ont concerné des animaux sauvages ? Alors pour certains oui, puisque effectivement j'ai en tête les travaux de Nicolas Steenbergen, qui est l'un des 3 lauréats de ce prix Nobel et qui a étudié les mouettes et la manière dont ces mouettes peuvent se défendre contre leurs prédateurs. Il a ainsi caractérisé des comportements qui étaient extrêmement, d'abord totalement méconnus, mais qui ont surpris le grand public, les chercheurs, de par la diversité, la complexité des comportements que ces mouettes mettaient en place pour se défendre. C'est étonnant parce qu'effectivement, quand on parle d'éthologie, je pense, peut-être en priorité à l'étude des grands singes, de ces animaux qui sont assez proches de l'être humain. Et là, vous nous parlez des mouettes. Ce ne sont pas forcément les animaux qu'on imagine aller étudier en détail pour découvrir des comportements que l'on ne connaît pas. Oui, et pourtant, j'aurais pu vous parler de Jane Goodall, qui a consacré des dizaines d'années de sa vie, cette primatologue anglaise a réellement fait tomber toute une série de barrières que l'on dressait entre l'homme et les autres primates. Et ces travaux qui auraient pu mériter un prix Nobel, elle aussi. Je crois, on peut le dire. Oui, c'est vrai. Et qui ont vraiment, on a démontré que les chimpanzés avaient de la culture, qu'ils avaient des traditions, qu'ils avaient des sentiments, des expressions faciales, qu'ils avaient, toute une série les outils qu'ils peuvent manipuler. De l'entraide, c'est notamment quelque chose que je décris dans le livre, tout ce travail qu'a fait Jane Goodall. Oui, elle a fait un travail absolument remarquable pendant des années. Elle continue d'ailleurs aujourd'hui à travers la planète entière à véhiculer ses connaissances et à donner envie à des jeunes scientifiques de s'intéresser à l'ensemble de ces sujets. Alors revenons à votre livre, Un tanguy chez les hyènes. Voilà un drôle de titre. Est-ce qu'il vous plaît? J'adore. Voilà, c'est un long combat. Je vais essayer de vous le faire court, mais c'est vrai que ce n'était pas du tout ma proposition de titre. Moi, je suis, vous l'avez dit en ouverture, je suis un académique avec des titres de publications scientifiques un peu compliqués, voilà. Et moi, moins toutes grand mes public, propositions, peut-être. Tout à fait. Et toutes mes propositions ont donc été rejetées par l'éditeur, qui m'en a fait un tanguy chez les hyènes, que j'ai eu un petit peu de mal d'abord à accepter parce que ça faisait tout le contraire de ce que j'avais l'habitude de faire. Mais ça fait pas très scientifique, on est d'accord. Mais qu'est-ce que ça cache? Alors ça cache en fait le titre de l'une des 30 histoires, la 30e pour être exact, puisque le livre est construit sur 30 petits récits mettant en scène 30 espèces animales avec des comportements surprenants. Et ça cache le titre de la 30e histoire, ça lui a plu. Alors je fais une référence avec Tanguy, au film Tanguy que l'on a sans doute beaucoup vu, ce vieux garçon qui n'a pas envie de quitter. Je crois qu'on l'a tous vu ce film. Voilà, donc le vieux garçon qui ne veut pas quitter ceux qui ne maman. l'auraient pas vu, c'est devenu aujourd'hui une expression populaire que tout le monde comprend, même sans avoir vu le film. C'est ça, et c'est ce qu'on retrouve chez les hyènes. Et alors, voilà, c'est ce qui se passe chez les hyènes.
Oui, chez les hyènes, en 2-3 mots, voilà, on a des mâles qui doivent après 2-3 ans quitter le groupe qui est dominé par des femelles. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est la dominance par les femelles. Et les mâles doivent quitter le groupe et ils le font pour aller s'intégrer dans d'autres groupes. Mais il y a toujours bien un mâle, souvent le fils de la dominante, de la chef, de la reine. Ce mâle-là, il se dit, moi, je bénéficie quand même d'un statut privilégié. Je suis bien, je suis nourri, je suis soigné, je suis au chaud. Maman veille sur moi. Maman, c'est la reine, elle veille sur moi. Et donc, je ne quitte pas ma troupe. Et ce comportement que je ne vous livre pas tout ici, mais faisait écho à ce film Tanguy. Mais écoutez, c'est assez étonnant. On ne s'imagine pas trouver ce type de comportement dans le règne animal. D'autres comportements que vous décrivez, puisque vous nous parlez d'une trentaine, de 30 scènes surprenantes où vous détaillez des comportements que l'on peut jugés comme un peu inhabituels chez les animaux, avec des explications derrière. Vous parlez notamment de singes alcooliques. Oui, le singe alcoolique, c'est la seule histoire qui ne met pas en scène un animal qui vit aujourd'hui. J'ai voulu présenter ce comportement de la consommation d'alcool d'un jour peut-être un petit peu meilleur et expliquer que l'espèce humaine, elle vient parce que nos ancêtres, il y a 10 millions d'années, ont été exposés à des fruits qui devaient fermenter, un peu pourrir au sol. Et si ces fruits, ils ne les consommaient pas, eh bien sans doute qu'ils auraient disparu. Et cette consommation d'alcool a certainement dû leur faire tourner un petit peu la tête, certainement parce qu'ils n'étaient tout simplement pas habitués à consommer de l'alcool. On n'avait pas tout le bagage chimique dans leur corps pour le digérer. Et donc, sans doute qu'ils ont vécu un peu ces expériences d'ivresse. Et parce que certains individus étaient capables de consommer ces fruits qui contenaient de l'alcool, étaient capables de les digérer, ils ont survécu et ils ont ainsi pu changer leur mode d'alimentation. De fruits qui étaient suspendus aux arbres, maintenant c'est des fruits qui sont plutôt au sol. Et c'est sans doute ce comportement, il y a 10 millions d'années, qui a permis à nos ancêtres de survivre. Et peut-être, c'est ce que avançaient les scientifiques de l'étude que je cite, a permis à l'espèce humaine d'arriver, de voir le jour quelques millions d'années plus tard. Sans tout dévoiler, parce que évidemment, il faut garder un petit peu de suspense sur cet ouvrage dont je vous conseille absolument la lecture, Un Tanguy chez les hyènes. Est-ce que vous pouvez aller nous raconter encore 2 ou 3 anecdotes ? Ah, avec plaisir, je vous en raconterai pendant toute la journée. Ça, je suis pas sûre qu'on m'accorde le temps d'antenne nécessaire. Alors, je vais faire au plus court. La première histoire que j'ai écrite, celle qui m'a fasciné le plus, c'est celle des vampires d'Azara. Les vampires, ils existent d'abord, ce sont des chauves-souris. Elles ne vivent pas en Europe, mais en Amérique du Sud, et elles se nourrissent de sang. Et elles vivent en groupe et elles quittent leur grotte toutes les nuits pour aller chasser, trouver un cochon, un cheval, duquel elles vont boire le sang. Il arrive que certaines ne trouvent pas à manger et rentrent bredouilles au bout de la nuit. Et alors, il y a ce comportement formidable dans le groupe de chauves-souris qui consiste pour les bien nourris à inspecter le ventre des congénères et de partager le repas sanguin qu'elles ont obtenu pendant la nuit avec les congénères qui ont été malchanceux. Si elles ne le faisaient pas, l'espèce aurait disparu depuis très longtemps parce que ne pas manger, vous comprenez bien que ça conduit vite à de la mortalité très importante. Évidemment, donc là c'est quand même, dans un contexte qui comme ça de prime abord peut paraître un peu glauque, c'est quand même une belle notion d'entraide au sein d'une espèce. C'est de l'entraide, exactement, et c'était à mettre en avant parce que j'aime bien comparer que ce cas-là, la sécurité sociale, moi j'aime bien dire que l'humain n'a pas été le seul à inventer la sécurité sociale, mais d'aider celui qui est dans le besoin, parce que, effectivement, peut-être que celle qui a aidé un jour aura besoin d'être aidée. Un autre exemple ? Oh oui, il y en a beaucoup. On pourrait utiliser celui des suricates, on pourrait parler celui du coucou. Peut-être que le coucou va parler à plus de monde. C'est un exemple que les gens connaissent peut-être un peu mieux. Cet oiseau qui est l'un des seuls à ne pas savoir faire de nid. Voilà, vous êtes un oiseau, vous ne savez pas faire de nid. D'où cette expression, il y a un coucou dans ton nid. Exactement, il y a un intrus et ce coucou qui ne sait pas faire de nid doit quand même pondre ses œufs et donc il écoute les chants des petits passereaux qu'il y a dans son environnement et avec cette écoute de chants, il va sélectionner le couple qui lui semble être le meilleur couple de parents potentiellement adoptifs et furtivement il va pondre un œuf.
Ça, tout le monde sait. Au milieu des autres, de l'autre espèce. Au milieu des autres œufs. Oui, en effet. Ce que l'on sait moins, c'est le comportement un petit peu malveillant de ce jeune coucou qui va être le premier souvent à éclore dans ce nid dans lequel il y a les frères et sœurs adoptifs qui ne sont pas encore sortis de leur œuf. Et ce coucou qui vient à peine de naître sait qu'il va avoir besoin de toute l'attention de ses parents adoptifs et va s'adonner à un comportement un peu macabre qui consiste à se débarrasser des œufs des parents adoptifs pour être sûr d'être le seul à recevoir les soins des parents. Bon, dans votre exemple précédent, on était sur une jolie morale. Là, c'est moins joli quand même, comme fin d'histoire. Oui, mais parce qu'il en faut de tout. J'ai choisi ces deux-là parce que je trouvais que ça illustrait à la fois le côté compétition, le côté parasitisme, et de l'autre côté, avec le premier exemple, la coopération et l'entraide. Et c'est de ça qu'est fait en fait le comportement animal, de mélange de comportements qui nous plaisent peut-être beaucoup et d'autres qui nous plaisent moins. Eh bien, merci infiniment, François Verhegen. Ça nous a, je l'espère, vous aussi donné envie de découvrir cet ouvrage, Tanguy chez les hyènes. Voilà l'éthologie de manière très concrète, très illustrée. On apprend plein de choses sur le monde animal et c'est absolument fascinant. Merci à vous, François. Merci à vous. Allez, tout de suite, c'est l'heure de notre question veto. Sud Radio Vos Animaux, question veto. Et c'est Élise qui est avec nous. Bonjour Élise. Bonjour. Vous aviez une question à m'adresser. Je vous écoute, Élise. C'est ça, exactement. Alors en fait, dans quelques semaines, j'aurais aimé en fait adopter un bulldog anglais. Oui. Et voilà, j'ai entendu dire qu'ils avaient beaucoup de maladies. C'est pour ça que j'aurais voulu avoir un petit peu plus de renseignements sur cette race. Ah, alors c'est vrai que le bulldog anglais n'est pas un chien très facile en termes de santé, j'entends, parce que ce sont des chiens. D'abord, je trouve que moi, ils ont une tronche qui nous fait absolument craquer. Oui. Ce sont des chiens extrêmement gentils. Mais comme beaucoup de races où on a été chercher en fait des caractéristiques physiques très particulières, parfois poussées à l'extrême, eh bien on a des problèmes de santé. Alors le bulldog anglais, comme son cousin français, c'est un chien qu'on dit brachycéphale, c'est-à-dire qu'il a le nez aplati. Tous les chiens qui ont la face aplatie ne sont pas des rois du cardio et de la respiration. Donc déjà, il faut le savoir quand on prend un bulldog et de surcroît un bulldog anglais parce que c'est un gros gabarit. Vous oubliez l'idée d'aller faire un footing avec lui. Voilà, il faut le ménager physiquement parce que sinon, il va avoir des problèmes vraiment cardiaques et des problèmes respiratoires. Ça, c'est le premier point. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller chez un éleveur qui est vraiment référencé comme étant un éleveur sérieux. C'est vrai dans tous les cas de figure, mais c'est encore plus vrai quand on s'adresse comme ça à des animaux bien spécifiques où on sait que il y a un risque qui n'est pas du tout négligeable d'avoir des soucis de santé sur son animal. Parce qu'un éleveur sérieux fait en sorte d'avoir déjà des reproducteurs qui sont en bonne santé et donc des chiots qui sont en bonne santé. Après, si je dois vous mettre en garde sur un autre aspect du bulldog anglais, c'est sur les problèmes de peau. Souvent, les chiens qui ont la peau comme ça un petit peu plissée sont sujets à un certain nombre de problèmes de peau. Mais j'ai pas envie non plus de vous lister tous les défauts physiques ou tous les petits problèmes de santé du bulldog anglais parce que franchement, c'est un super chien. C'est un chien extrêmement gentil, extrêmement attachant, qui est vraiment un bon chien de famille qu'il ne faut pas oublier d'éduquer. Attention, c'est pas parce qu'il a une bouille à craquer qu'on ne l'élève pas, que l'on ne l'éduque pas. Donc il faut travailler avec un éducateur qui va vous donner quelques bases au début. Et puis adressez-vous à un professionnel qui, je l'espère, vous fournira un chien qui sera vraiment en bonne santé. Et puis après, vous le surveillez régulièrement avec votre vétérinaire. Voilà. Mais c'est un bon choix, Élise. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Élise. Allez, on va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques minutes pour parler d'un refuge en grande difficulté. Sud Radio Vos Animaux, c'est votre histoire. Et dans C'est votre histoire, aujourd'hui, nous avons choisi de donner la parole au président d'un refuge animalier qui rencontre de grosses difficultés. Bonjour Alexandre Chauvet. Bonjour les auditeurs. Alexandre, je sais que cette interview vous tient particulièrement à cœur. Vous présidez bénévolement le refuge animalier Bortois à Bortes-les-Orgues, c'est en Corrèze, c'est bien ça ? C'est exact. Alors, avant de nous expliquer les difficultés de votre refuge, déjà parlez-nous de cet établissement. Donc nous sommes un refuge spécialement dédié uniquement à l'accueil des chiens.
mais nous accueillons tout type d'animaux, chiens, chats, nacs, équidés. D'accord, vous êtes dédié aux chiens, mais vous accueillez tous les animaux. Formidable. On dévoue notre cause en fait à tous les animaux. Bah oui, on peut pas en refuser, c'est évident. Absolument. Et notre refuge n'a qu'une toute petite capacité d'accueil puisqu'on n'est pas déclaré en ICPE. Donc on tourne en général à l'année entre 15 et 25 chiens en permanence et on fait 175 adoptions, entre 175 et 180 adoptions par an. Mais ce qui est bien, ça veut dire que ça tourne. Ça tourne. Voilà, les animaux ne restent pas trop longtemps chez vous. Non, exactement. Mais on est très prudent sur nos protocoles d'adoption. Par contre, il y en a qui restent très longtemps. Nos petites EHPAD, des fois, ils restent très longtemps. Ouais. Et parfois, ils ont des séjours relativement courts. Mais on a le droit, malheureusement, qu'à une capacité de 9 chiens. Ouais. Et là, on a eu un énorme contrôle sanitaire important qui a fait que on était hors des clous. Et du coup, on nous impose une structure aux normes. Et l'association n'a pas les finances pour mettre une structure aux normes. D'accord. Et est-ce que ça pose des problèmes logistiques pour vous d'avoir entre 15 et 25 chiens? Ça doit quand même être un problème pour les héberger, pour les questions sanitaires, pour tout ça? Non, on a en permanence entre 15 et 25 chiens sur la structure. Elle tourne impeccablement sur le point sanitaire, nourriture, tout fonctionne à merveille grâce à cette équipe de bénévoles qui se donne à fond. Le seul gros problème, notre seul point noir, c'est la structure, le dur du bâtiment qui lui n'est plus aux normes. D'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait faire comme type de travaux pour que vous soyez aux normes? Ce sont de gros travaux? C'est des gros travaux d'aménagement puisque notre refuge qui est situé sur une zone non constructible, qui a été construit illégalement il y a 30 ans, ne peut pas être mise aux normes. La seule solution qu'on nous propose, c'est de déménager et de créer un nouveau refuge. Parce que ce refuge se trouve juste à côté d'une rivière. Et c'est illégal d'être à proximité d'un cours d'eau pour une structure. Et est-ce que la municipalité de Bortezorgues peut vous aider, vous propose un terrain, vous propose des solutions, vous propose une prise en charge? Ou le département, ou la région? Alors, c'est là que ça complique les choses. Notre municipalité est une toute petite commune, moins de 2000 habitants. Toutes les communes avec qui on travaille sont toutes des petites communes, toutes rattachées les unes à côté des autres. Et ce qui nous aide pas, c'est qu'on est à cheval sur 3 départements et 2 régions. D'accord, donc tout le monde se renvoie la balle. Eh oui, la Nouvelle-Aquitaine ne veut pas y financer pour Rhône-Alpes-Auvergne, la Corrèze ne veut pas financer pour le Cantal et le Puy-de-Dôme, et vice-versa. D'accord. Et en fait, si chacun met un bout? Il faudrait qu'ils s'entendent, mais il y a beaucoup d'intervenants à réussir à ce qu'ils s'accordent leur violon, c'est ça le problème. Alors aujourd'hui, ça veut dire quoi? Vous avez une procédure administrative en cours avec un risque de fermeture imminent? Oui, alors on nous a demandé de descendre notre capacité de chiens. On ne pourra pas le descendre à 9, c'est pas possible. On n'y arrivera jamais. C'est jamais arrivé dans la vie du refuge qui est que 9 chiens. Donc ça n'arrivera pas demain, ça c'est sûr certain. En tout cas, nous on va essayer de tout faire en sorte du moins qu'on puisse descendre cette capacité. Mais on a un délai court, on a un délai de 6 mois. La DDPP nous a laissé 6 mois pour monter un nouveau projet. Une fois que le nouveau projet est lancé, ils lèvent les réserves. Ils nous laisseront finir le temps que le nouveau refuge se construise. Mais si dans 6 mois, on est encore à l'état de réflexion, là, c'est une fermeture administrative du refuge, saisie des animaux et on ferme la boutique. Et ça serait catastrophique. Et alors, quels sont les leviers possibles pour vous ? On n'en a pas, c'est les financements qui nous manquent. Quand on sait qu'un nouveau refuge, ça coûte un billet de 400 à 500 000 euros. Pour faire une structure 450 000 euros, ouais, c'est pas rien. Pour faire une structure aux normes. Et ça, malheureusement, nous, l'association n'a pas les reins assez solides pour... Ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, comme on dit chez moi. C'est ça. On a déjà beaucoup de dépenses en vétérinaire, en masse salariale, et encore, on n'a qu'un salarié parce qu'on a 56 bénévoles, ça nous permet d'économiser sur la masse salariale. Mais les vétérinaires sont notre plus gros budget au niveau des frais, donc on peut pas, et on n'a pas le fonctionnement en donateur pour avoir 450 000 euros demain. Alors comment on peut vous aider? Parce que nous, et vous savez, sur l'antenne de Sud Radio, on est toujours prêt, bien sûr, à donner un coup de main à nos auditeurs, en particulier aux gens comme ça qui militent comme vous pour une cause qui est chère à notre cœur. Donc comment on peut vous aider, Alexandre?
Ben écoutez, on attend un mécène, peut-être un gros donateur ou quelqu'un qui aurait en tout cas ou plusieurs donateurs. On a mis en place une cagnotte Litchi. On reçoit aussi les dons au refuge. On a ouvert un compte spécialement réservé à une future structure. Donc c'est de l'argent qui n'est pas mélangé avec le fonctionnement actuel du refuge. Il nous faudrait beaucoup de donateurs pour réussir à réunir. Est-ce que vous avez déjà un terrain qui peut être dédié à ce nouveau projet ? Ça va être la partie pas la plus dure, mais on pourrait voir avec les communes autour de chez nous. Il y a beaucoup de petites communes qui sont prêtes à nous aider à trouver le lieu, mais malheureusement c'est les financements qui manquent. Et la construction du futur refuge va aussi dépendre du terrain en fait, parce que suivant le mode du terrain sur lequel on va opérer. Généralement, les terrains qu'on donne au refuge ne sont pas les plus beaux, les plus viabilisés. Enfin, voilà. On est d'accord. C'est pour ça que ça change énormément le coût par la suite de terrassement. Est-ce que vous avez imaginé peut-être construire une structure intermédiaire qui soit pas vraiment une structure en dur, mais plutôt quelque chose de préfabriqué qui pourrait coûter moins cher? Alors ça, c'était à l'époque, il y a 20 ans. Aujourd'hui, les DPP sont très à cheval, il faut pas de bois, il faut pas de... Voilà. Non, mais sans mettre du bois, mais il y a des structures peut-être... vous savez, l'armée, par exemple, utilise pour ses chenilles parfois des bâtiments préfabriqués. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des bâtiments qualitatifs, mais moins onéreux que des bâtiments vraiment montés en dur... Ça peut être une solution. On n'a pas réfléchi encore à cette solution. Effectivement, ça peut être une solution. Après, l'idéal, c'est aussi de voir dans le long terme qu'on n'ait pas un deuxième coup derrière, parce que si c'est du préfabriqué, ça a une durée... si ça peut durer 20 ans, ça pousse un petit bout quand même. Oui, ça pousse un petit bout quand même, effectivement. On ne s'était pas penché sur le sujet encore. Oui, ça c'est l'ancienne présidente de la SPA qui vous parle, là. Vous voyez, ça apprend 2-3 petites choses très concrètes. Bon, dites-moi, Alexandre, donc vous avez lancé un appel, donc une cagnotte en ligne pour récolter des fonds. Là, on a bien entendu et on va relayer votre appel peut-être à des mécènes qui pourraient vous aider, vous donner vraiment un bon coup de pouce financier pour trouver des solutions pour construire ce refuge. Vous, j'ai bien compris, il y a un délai qui est vraiment très, très fort, enfin très proche. Ah oui, 6 mois. Donc on devrait recevoir la mise en demeure là dans les 15 jours qui suivent. À partir de la mise en demeure, on a 6 mois pour rester à 9 chiens et puis ça va changer tout le fonctionnement de l'association. Il faut écrire à tous vos élus là localement pour les bouger aussi. On l'a déjà fait. Ils reconnaissent tout notre travail en termes d'aide aux collectivités, puisque notre refuge prend très peu d'abandon en charge, d'abandon volontaire en tout cas de personnes, puisqu'on n'a pas la place. Par contre, on a énormément de chiens sur des réquisitions, des placements en incarcération, en psychiatrie. On n'aide que les collectivités, c'est quasiment 95% de notre travail. Mais c'est l'argent qui leur manque à eux aussi, puisque c'est des petites collectivités et elles n'ont pas les financements non plus. Et votre député, il peut pas vous aider localement ? On l'a aussi mobilisé. On attend des retours, puisque tout ça c'est frais, ça date du mois de décembre. Ouais, mais il faut secouer le cocotier là, faut faire en sorte que tout le monde se bouge un petit peu. On est dans les starting blocks, effectivement. On a envoyé des courriers à beaucoup de monde, beaucoup d'élus. On espère avoir des retours rapides très prochainement. Voilà, il faut bouger la presse localement. Évidemment, Sud Radio est là pour vous soutenir. Alors, votre cagnotte, on la trouve où? Racontez-nous, Alexandre, quand même, qu'on soit concret. On a une page Facebook, Refuge Animalier Bortois, qui est à peu près suivie par 10 000 personnes. Donc, vous trouverez toutes les infos de l'histoire du refuge, de sa problématique et de la cagnotte Litchi qui est épinglée en tête de début de page. Voilà, et puis si un généreux donateur veut vous aider, on vous contacte toujours par le biais de cette page Facebook. Absolument, on a un service com, on a des bénévoles qui s'occupent que de la communication de la page. Ils vous répondront, ils répondront aux gens. On envoie des reçus fiscaux, on est une association reconnue d'intérêt public, donc on est les dons même des entreprises peuvent vous aider, il faut le dire aussi. Absolument, même les entreprises peuvent faire un don et c'est déductible des impôts. Voilà, c'est vraiment important de le préciser. Et tous ces petits refuges constituent un maillage territorial, mais vraiment crucial dans notre pays, parce qu'on a vraiment besoin de structures comme vous. On le comprend bien, Alexandre. Chez vous, c'est plein tout le temps. Vous avez toujours des animaux qui arrivent, malgré un nombre d'adoptions assez conséquent.
Eh oui, mais parce qu'on est isolé et on est loin des grandes métropoles et il y a très peu de structures par rapport à la zone d'habitants qu'on couvre. Donc, on prend beaucoup d'animaux. Et je vais vous donner un dernier conseil, Alexandre. Contactez également les grosses associations de protection animale, car elles ont des budgets qui sont dédiés pour aider les petites structures. Elles peuvent aussi vous donner un coup de pouce. Donc, si vous allez voir les plus grosses, elles doivent pouvoir vous aider. On l'a fait, on les a mobilisés, mais le problème c'est qu'ils ont peur d'aider des associations qui ne sont pas aux normes. Bah oui, mais alors, c'est pour les mettre aux normes, parce que sinon, on s'en sort pas. Hein, c'est ça. Bon, merci à vous. J'espère que ce coup de pouce et ce coup de gueule, surtout d'Alexandre Chauvet, qui est le président bénévole du refuge animalier Bortois, donc c'est à Bortes-les-Orgues, eh bien, j'espère que ça va pouvoir vous aider. Alexandre, vous nous tiendrez bien sûr au courant et vous êtes le bienvenu quand vous voulez sur l'antenne de Sud Radio. Allez, c'est la fin de vos animaux. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute de Sud Radio, bien sûr. Ciao.